Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande comment réduire nos dépendances vis-à-vis des puissances étrangères. Bonjour Damien. Bonjour David. Damien Mariette, gérant thématique chez CPR-AM. Vous savez que ça fait 2-3 ans qu'on parle du manque d'indépendance, d'autonomie stratégique de la France, de l'Europe. Où est-ce qu'on en est? On a beaucoup parlé de l'énergie, mais pas seulement. Maintenant, il est question de militaire, il est question aussi d'indépendance industrielle, électronique. On a avancé en 2-3 ans. On a avancé. Alors certes, on n'est pas encore aux objectifs qu'on s'était atteints, puisqu'on est là sur un temps long, et donc on est sur des objectifs qui sont 2030, 2040, 2050, si on parle des accords liés à la réduction de nos émissions de CO2. Donc on est ici dans un temps long. On a 2 ans après, on commence à voir on peut commencer à juger un peu, à voir les résultats de ce qui a été lancé. Là, on a plus avancé, c'est en matière d'énergie, non? En matière d'énergie, oui. Alors, en matière d'énergie, il y a le temps court, le temps long. Le temps court, on a avancé. On a réussi à passer l'écueil qui est arrivé après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la pénurie de gaz qu'on pouvait avoir puisqu'on était très dépendant de la Russie pour notre approvisionnement en gaz russe. Et donc on avait, je vous rappelle, il y a encore 2 ans, ces craintes qu'on ait des difficultés à se chauffer ou qu'on ait des difficultés à pouvoir alimenter l'ensemble de notre tissu industriel sur le territoire européen. Et donc, on nous avait dit qu'il fallait commencer à faire des économies, etc. Ça. On a réussi, mais au prix fort, puisque pour le coup, les factures ont largement augmenté. Alors, les factures ont augmenté. Il y a eu une perte de compétitivité relativement importante chez les industriels européens, parce que le coût de l'énergie avait flambé. Et puis, on a aussi dû installer investir dans des installations spécifiques à côté de ports pour de la liquéfaction, par exemple, parce qu'on a échangé du gaz russe pour du GNL américain. Après, est-ce qu'on a réduit notre dépendance? On est passé d'une dépendance à l'autre. Alors, on est passé d'une dépendance très marquée d'un pays à des dépendances moins marquées sur plusieurs pays. Ça, c'est la gestion du temps court. La gestion du temps long, on le voit, c'est de réfléchir à nouveau à le développement de centrales nucléaires, la France, l'Allemagne, qui avait pourtant arrêté l'ensemble de ses centrales nucléaires, réfléchissent au sujet. Ça, c'est le temps long. C'est-à-dire de rediversifier de manière plus importante notre production énergétique, aller vers beaucoup plus d'énergie décarbonée pour être moins dépendant d'approvisionnement sur le gaz et le pétrole de pays extérieurs. Donc ça, c'est pour la partie dépendance énergétique. Après, il y a d'autres dépendances, dépendance militaire, dépendance industrielle, électronique. Là, on a le plus avancé, dépendance sur les terres rares, nécessaires notamment à la transition énergétique, mais pas seulement. Quelles sont nos grosses dépendances en dehors de l'énergie en Europe? Alors, il y a effectivement la technologie. On a tous en tête les valeurs américaines. Donc, on a une dépendance technologique forte. Les semi-conducteurs, ils sont majoritairement produits hors de l'Union européenne. On a aujourd'hui environ un peu moins de 10% de la production de semi-conducteurs mondiale qui est faite sur le territoire européen. On a lancé il y a 2 ans le CHIPS Act au sein de l'Union européenne pour effectivement porter ce 8% à l'époque de production sur le territoire européen à 20% d'ici 2030. On n'y sera pas. Il y a encore quelques semaines, un papier de la Commission européenne disait qu'on sera peut-être autour de 12-13%. Donc à la fois c'est un échec, mais on part de 8, on arrive à 13, donc on ne sera pas au 20, mais ça montre qu'on a commencé et qu'il ne faut pas s'arrêter à mi-chemin, il faut voir la suite. Et c'est pour ça que l'Union européenne réfléchit déjà à un CHIPS Act 2 pour effectivement aller vers ce 20, parce que 20%, c'est ce que consomme l'Union européenne en termes de semi-conducteurs. Et donc, on veut effectivement un peu équilibrer notre consommation et notre production. Donc là, on voit, on a avancé, on n'est pas encore aux objectifs qu'on voulait atteindre, on n'y sera pas, et donc on aura besoin d'un plan supplémentaire. Donc ça, c'est sur la partie électronique. Sur la partie intelligence artificielle, on voit là aussi qu'on a lancé des plans au sein de l'Union européenne pour rattraper notre retard vis-à-vis notamment des États-Unis, mais pas que, parce qu'avec l'épisode DeepSeek en début d'année, on voit que la Chine a aussi progressé sur le volet de l'intelligence artificielle. Donc on a là aussi différents chantiers sur lesquels l'Union européenne avance, à des vitesses parfois très différentes. Sur la partie industrielle, on avance dans certaines industries, notamment l'industrie de la défense, mais il nous faudra une décennie pour regagner, ou même plus d'une décennie, pour regagner notre indépendance industrielle, parce qu'on a connu des décennies de désindustrialisation, et on ne va pas pouvoir gommer ces décennies de désindustrialisation en quelques années. Sur la tech et sur l'IA, ce retard semble quasi impossible à rattraper, non ? Je ne sais pas si on peut vraiment dire impossible. Est-ce qu'on aurait pensé, avant DeepSeek, que la Chine pouvait avoir un tel niveau sur le développement d'intelligence artificielle ? Non, on part avec un retard, c'est sûr.
Maintenant, on a la volonté de pouvoir progresser, de pouvoir avancer. Il y a cette volonté aussi de se réindustrialiser. Alors tout le monde veut le faire évidemment. Qu'est-ce qui a été entrepris, accompli, engagé depuis 2-3 ans en Europe ? Il y a de la réindustrialisation, effectivement. Si on revient sur le CHIPS Act, il y a eu des projets qui ont été... tous les pays, pardon, je vous coupe, tous les pays européens ne sont pas logés à la même enseigne. Hein. Non. Non, parce qu'en fait, là aussi, ça va dépendre, des capacités des pays à faire en sorte qu'il y ait de l'investissement extérieur qui provienne sur le territoire européen et sur leur territoire à eux. Et donc, effectivement, il y a la compétition entre Français, Allemands, Espagnols. Et ensuite, il y a aussi la capacité de trouver des ressources sur place, des ressources humaines sur place, donc des ingénieurs ou des ouvriers. Et donc là aussi, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Le coût de l'énergie aussi. Le coût de l'énergie. Aujourd'hui, on voit l'Espagne est une locomotive économique parce qu'elle a un coût de l'énergie qui est plus faible que dans d'autres pays européens. On explique comment d'ailleurs ? Qu'on explique par le développement très fort qu'ils ont eu sur les énergies renouvelables. Et donc aujourd'hui, c'est un pays qui dispose, même s'il y a eu un blackout très récent, qui disposait d'une énergie abondante et moins chère en moyenne que le reste de l'Union européenne. Qu'on m'explique, pardon, le blackout qui s'est passé là-bas, comment on a pu en arriver là en Espagne sur ce blackout ? Alors pour l'instant, on n'a pas encore tous les éléments, les enquêtes sont encore en cours. Il s'est avéré qu'à un moment donné, une partie de l'énergie n'était plus disponible sur la grille espagnole et donc en raison de sécurité, il y a eu un arrêt d'un certain nombre de livraisons d'énergie pour justement faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème majeur. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a coupé une grande partie de l'Espagne d'électricité et qu'il a fallu un moment pour relancer l'ensemble de l'approvisionnement en énergie. Et on voit là la solidarité européenne, entre guillemets, puisque la France a fourni de l'énergie à l'Espagne pour relancer très rapidement certaines parties critiques du réseau électrique espagnol, notamment tout ce qui était lié aux hôpitaux. Sur le volet militaire, sur le volet défense, évidemment, l'actualité géopolitique fait que l'Europe doit accélérer. Là aussi, ça va dans le bon sens. Est-ce que les montants en jeu sont suffisants? Est-ce que les ambitions, les objectifs sont trop ambitieux? Alors, il faut voir d'où on part. Donc, on était plus du tout aux 2%, qui était le seuil préconisé par l'OTAN. 2%, c'est les 2% des dépenses du PIB à destination de la défense rapportées au PIB. Oui, tout à fait. Et donc, il n'y avait plus beaucoup de pays au sein de l'Union européenne qui étaient à ce 2%. Et donc là, on est globalement... La France n'était pas loin. La France n'était pas loin, mais sous. Ouais. On est globalement aujourd'hui, pour de nombreux pays, revenus sur ce seuil des 2%. L'Espagne, typiquement, a porté son budget à 10 milliards d'euros cette année pour être à 2%. L'Allemagne est en train de progresser très significativement, avec comme objectif d'être à 3, voire même à 3,5 d'ici la fin de la décennie, et peut-être même avant la fin de cette décennie. Donc on voit qu'il y a quand même des volontés très fortes et des accélérations très fortes également de certains pays. On avait un sujet de capacité militaire. Donc effectivement, il y a 2 ans, ça ne servait pas forcément à grand-chose de mettre énormément d'argent sur la table parce qu'on n'avait pas les capacités de production sur le territoire européen. Il nous fallait des capacités de production, il nous fallait des hommes. 2 ans après, on a des capacités de production qui sont aujourd'hui disponibles sur le territoire européen. On a des hommes, il y a des sociétés qui ont recruté plus de 50%, voire même qui ont doublé leurs effectifs sur les 2 dernières années. Et donc on a aujourd'hui à la fois les capacités de production et les hommes qui sont nécessaires à faire marcher ces capacités de production. Maintenant, on attend la dépense publique pour remplir ces capacités de production. Et je pense que cette commande va arriver. En tout cas, on voit qu'il y a des volontés de... Souvent, les Européens ont acheté non européens quand il s'agissait de défense. Oui, tout à fait. Alors, ça dépend pour quel type de défense. On va dire pour la défense terrestre, peu. Pour la défense aérienne, oui, plus. Pour la défense maritime, là aussi, peu. Donc en fait, l'Union européenne était finalement un peu plus dépendante de l'extérieur sur la partie aérienne, notamment des États-Unis, et notamment sur les approvisionnements d'avions de chasse, notamment les F-35. Les fameux. Mais il n'empêche qu'on a cette capacité de pouvoir relancer notre industrie sur le territoire européen. D'une manière technologique, aujourd'hui, les Européens n'ont pas grand-chose qui n'est pas disponible sur leur étagère en termes de technologie vis-à-vis de ce qui est disponible en Corée du Sud ou aux États-Unis. Pas du tout. Prenons l'exemple, Rheinmetall, acteur allemand, aujourd'hui est parmi les 2 finalistes pour un appel d'offres significatif aux États-Unis pour le renouvellement de leur char de combat. C'est un peu plus de 4000 unités. Un contrat de 50 milliards d'euros. C'est un Américain et un Européen, Rheinmetall. Bon, c'est à la fin qui va gagner. Hein. On verra. On verra, mais en tout cas, ça montre que technologiquement, il n'y a pas de différence entre un Américain et un Européen.
Bon, donc il faut des plans d'investissement à l'échelle européenne pour regagner en indépendance, on l'a dit, énergétique, industrielle, militaire, électronique. Mais il faut aussi, et là le lien avec les épargnants, il faut aussi faire l'argent entre guillemets privé, l'argent notamment des épargnants pour aider nos entreprises. Oui, c'est un challenge important que l'Union européenne est en train d'adresser. Nos dépendances ne vont pas se résorber du jour au lendemain. Il y a besoin de des finances publiques, il y a besoin de fléchage d'investissement et il y a besoin aussi de l'épargnant privé. Il y a besoin que toutes les forces publiques et privées s'unissent pour effectivement adresser ce défi important. Que ça peut se faire via effectivement des introductions en bourse, ça peut se faire via des produits, soit effectivement comme sur des produits d'épargne qui vont effectivement flécher l'investissement dans des sociétés qui sont vraiment importantes pour que l'Union européenne regagne son autonomie stratégique européenne. Donc il y a vraiment plusieurs façons de le faire, mais il faut effectivement à la fois de l'argent privé et de l'argent public pour réaliser et pour réussir ce challenge important. Il y a des thèmes, on finit là-dessus, il y a des thèmes ou des secteurs qui sont plus porteurs que d'autres sur les prochaines années. Je disais, voilà, l'électrification, l'énergie, le militaire, la tech, l'IA. Oui, ah bah, effectivement, tous les secteurs sur lesquels il y a des financements significatifs et on va dire des perspectives de croissance fortes sont souvent des secteurs sur lesquels on a tendance à vouloir se porter parce qu'on va bénéficier de ces perspectives de croissance importantes. Vous l'avez mentionné, la défense en fait partie, l'électrification en fait partie. L'électrification, c'est pas seulement l'électrification via les data centers, c'est aussi l'électrification des grilles énergétiques. Et on revient là sur le sujet du blackout en Espagne. On a des grilles énergétiques en Europe qui sont vieillissantes, elles ont plus de 40 ans de moyenne d'âge. Donc on a besoin d'investir dans ces grilles pour qu'elles soient capables de supporter plus d'énergie et qu'elle soit capable de résister à ce qu'on a connu en Espagne pour qu'on ait plus, en tout cas qu'on ait moins de blackout, qui soient petits ou massifs, parce qu'on a souvent des perturbations énergétiques sur les grilles européennes. Allez, merci beaucoup. Explication signée Damien Mariette, gérant thématique chez CPRM. Merci. Merci David. Et Megatrend revient très vite ici chez vous sur Boursorama.